Chapitre 12. Des adieux difficiles. Ce fut sans encombre que, suivis par M. Antoine, nous parvîmes dans la grange où nous attendaient mes trois complices. Il n'y avait rien à faire, à part se terrer en priant que la bête, une fois son repas de SS terminé, se déciderait à rentrer dans son enfer sans s'intéresser à nous. Nous nous recroquevillâmes dans notre cabane, une sorte d'abri que nous avions aménagé sous des bottes de foin, et auquel on ne pouvait accéder que par un long tunnel. Là, nous attendîmes, le cœur battant, que l'effroyable concert se soit calmé. Il s'acheva un quart d'heure plus tard, sur le grondement de l'autochenille et du camion de transport que nous entendîmes quitter le village en grande hâte, en portant avec lui les survivants du commando qui avait investi la mairie. Après, il n'y eut plus rien, rien que le silence. Un terrifiant silence, tout peuplé d'une effroyable présence, celle de la bête. Nous somnolâmes un peu, pour nous réveiller en sursaut quand un bruit filtra du dehors jusqu'à nous. « Vous croyez que c'est elle ?» murmura Dédé. Personne ne lui demanda de qui il parlait. C'était inutile. « Je sais pas. Peut-être, répondis-je. J'aurais jamais cru, bégaya Gaston, plus tard sans pouvoir finir. Lui, pas plus que Dédé ou Françoise n'avait vu la bête, mais nous lui avions raconté, et ce qu'il avait deviné sur nos visages défaits, les bruits effroyables qu'il avait entendus, avait suffi à le convaincre. Comme la nuit tirait à sa fin, M. Antoine nous dit qu'il devait aller chercher quelque chose à la mairie. Nous tentâmes de le retenir, nous avions peur que la bête ne soit encore là et ne fasse de lui qu'une bouchée. Mais il était déterminé et nous quittant en nous précisant qu'il reviendrait rapidement. Nous le suivîmes hors du tas de paille jusqu'à la porte de la grange. Alors qu'il posait la main sur le verrou, en nous ordonnant de bien refermer derrière lui, il prit une grande inspiration et ouvrit d'un coup sec. Nous craignions qu'une ombre monstrueuse ne surgisse de la pénombre du petit jour et ne se jette sur lui. Mais seule une écharpe de brume s'insinua tel un long serpent blanc dans la grande bâtisse. L'instant suivant, M. Antoine avait disparu. Il ne revint qu'une demi-heure plus tard. Nous avions eu le temps d'interroger Mosché sur ce qui s'était passé quand ils étaient prisonniers. En ce qui le concernait, les SS s'étaient contentés de le boucler dans la salle de classe, mais pour M. Antoine, ça avait été plus rude. Les SS l'avaient emporté et visiblement tenté de le faire parler. Il n'avait cependant pas trop insisté, lui avait confié notre instituteur, quand on l'avait ramené contusionné, les yeux pochés, mais toujours en vie. Quand nous entendîmes toquer au battant et que nous ouvrîmes la porte, ce fut pour découvrir M. Antoine avec 2 paires de skis dans les bras et un sac à dos sur les épaules. Comme nous lui demandions ce qu'il allait faire, il nous répondit qu'il partait, Mosché et lui, pour un endroit où on pourrait les cacher, le temps de trouver un guide, pour conduire mon ami hors de France et lui permettre de gagner un pays où personne ne pourchassait les Juifs, où il pourrait vivre comme n'importe quel citoyen et non plus dans la peur. Mosché ne protesta pas. Quel choix avait-il? Avant de partir tout de même, il se tourna vers nous et s'approcha. Nous fixant tour à tour de ses grands yeux sombres soudain graves, il murmura, et nous devinions les efforts qu'il faisait pour ne pas pleurer. « Mes amis, » il avait prononcé ces mots d'une voix étranglée, « je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait ce soir, mais, à mon grand étonnement, alors que je cherchais les mots pour lui répondre, Dédé prit les devants. « T'as pas à nous remercier, Moïse, les vrais amis, c'est fait pour ça. » Il avait parlé d'une voix qu'il voulait légère, Dédé, mais sous chacune de ses syllabes, je devinais l'émotion, sincère, profonde. Mosché l'avait fixé un long moment, avant de s'approcher pour lui donner l'accolade. « Mon prénom, c'est Mosché, lui avait-il glissé. « Ouais, mais Moïse, c'est la classe, avait répondu Dédé avec un sourire. Étaient venus les tours de Gaston, de Françoise, puis le mien. Parfois, ce qu'on ressent est trop profond pour qu'on puisse l'exprimer. C'était
un de ces moments-là, où la gorge se noue tellement qu'on n'arrive pas à en tirer un son. Bon, ben, commençai-je, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir. Oui, répondit-il dans un étrange coassement, ses grands yeux plus luisants que jamais. Ça m'a fait plaisir de te connaître. J'aurais tellement voulu lui dire plus. Le remercier pour ces heures de lecture formidables qui m'avaient ouvert les portes de milliers de mondes, pour nos discussions passionnées, nos échanges, nos fous rires. Mais en bon arverne que j'étais alors, taiseux de ces sentiments à qui on n'a jamais appris à les exprimer, je ne pouvais pas. Il répondit avec la même sobriété. Moi aussi. Mais ses yeux me disaient tous les mots qu'il ne prononcerait pas. Ces balades que nous avions faites, alors que je lui faisais découvrir la beauté rude et simple de nos montagnes, nos descentes en luge, nos batailles de boules de neige, le lait chaud que nous allions chercher à la ferme, les tartines au chocolat en copeaux et les merveilles de ma grand-mère aux 4 heures qui nous régalaient. Il me donna un coup sur l'épaule que je lui rendis avec un curieux sourire, avant de me serrer dans ses bras à m'en étouffer. J'hésitai un instant et lui rendis son étreinte avec une force involontaire qui lui tira un « Tu vas me casser en deux !» Il s'écarta, me fixa un long moment en silence. La voix de M. Antoine s'éleva depuis la porte entr'ouverte. « Il faut y aller. Ils peuvent revenir d'un instant à l'autre. Et quand ça arrivera, nous aurons intérêt à être loin. » Il avait raison. Mosché, après avoir enfilé ses skis, s'apprêtait à le rejoindre quand il parut se rappeler quelque chose. Il farfouilla dans une de ses poches pour en tirer un objet plat et sombre qu'il me tendit. « Tiens, c'est pour toi. » Je le saisis mécaniquement, sans quitter mon ami des yeux, qui, avec un large sourire, me lança. « Fais gaffe à toi, l'Auvergnat. » Ce sourire, je le lui rendis. « À toi aussi, le Juif. » Comme il s'apprêtait à s'élancer dans le petit jour brumeux, M. Antoine donna à son tour de la voix. « Au revoir, les enfants. Faites attention à vous dans les jours qui viennent. Profil bas, et ne vous montrez pas. » Il ajouta, après avoir adressé un long regard à chacun d'entre nous. « Je suis fier de vous, mes garçons. » L'instant suivant, il disparaissait, avalé par la brume. Mosché se retourna une dernière fois et me jura, avec une conviction sans faille. « On se reverra. » Un coup de bâton. Il n'était plus là. Spectre vaporeux avalé par le brouillard, disparu de nos existences aussi vite qu'il y était entré, mais laissant derrière lui un vide immense que je sentis s'ouvrir dans ma poitrine, un vide qui, devinai-je, ne serait jamais vraiment comblé. Alors seulement, baissant les yeux vers ce qui reposait dans ma pomme, je découvris la couverture de cuir que je connaissais bien, et les mots qui y brillaient en lettres dorées, au-dessus de l'illustration fabuleuse où, sur fond vert, la silhouette formidable d'un grand reptile poursuivait un explorateur infortuné. Le monde perdu. La gorge serrée, j'en ouvris la première page pour y trouver ces mots, tracés à la plume par la main sûre de mon ami. Pour que tu n'oublies jamais de rêver et de croire en l'impossible. Ton ami, toujours, Mosché.